participantes, la première déjà. Donc, nous allons sans plus tarder passer à la deuxième intervenante. La deuxième intervenante ce soir nous vient du Niger, Dr Maria Djibril. Elle est médecin passionnée et engagée. Depuis le coup d'État survenu au Niger en juillet 2023, Maria Djibril s'est engagée avec détermination dans la lutte pour le retour à la démocratie et la défense des libertés fondamentales et des droits humains. Directrice de l'ONG APED, Action pour la paix, l'environnement et le développement durable, Maria Djibril se consacre à la promotion de la paix, la protection de l'environnement et le développement durable, tant pour moi. Alors, est-ce que vous me recevez, docteur Maria? Oui, Docteur Maria, Essatou, je vous reçois. Je suis là. oui, bonsoir à vous. Bonsoir. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec vos interventions. D'entrée de jeu, j'aimerais vous poser la question de savoir, pouvez-vous nous décrire l'impact direct des violences armées sur la vie quotidienne des femmes nigériennes dans les zones touchées par le terrorisme? Je vous remercie et je remercie Dignité Afrique Média pour l'organisation de ce panel et aussi pour le choix de la thématique qui, à mon avis, est très importante au vu du contexte et de la situation un peu au Sahel. Alors, les impacts, je pense que ce soit au Niger ou au Burkina, sont des impacts qui se ressemblent. Donc, après l'intervention de Madame Harbert, je pense que je vais juste peut-être beaucoup me répéter parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, les impacts peuvent peut-être différer en fonction de là où se trouve la femme, si c'est une femme en milieu urbain ou en milieu rural. On peut avoir des petites différences, mais on peut de façon globale, en tout cas, dire que ce sont des impacts un peu, on va dire, on peut les classer en violence basées sur le genre. Ça peut être des violences sexuelles, ça peut être des enlèvements forcés, ça peut être des mariages forcés. On peut, au Niger, par exemple, rappeler l'exemple des femmes de Galewa, enlevées dans la région de Difa. Il y a eu un enlèvement de 39 femmes et enfants en 2017 qui sont restées jusqu'à ce jour introuvables. Donc, autre forme de violence que les femmes subissent, toujours pour me répéter après Madame Harber, ce sont les déplacements. Au Niger, à la date, je pense, du 31 juillet 2025, on parle de 460 000 personnes déplacées dues à des conflits. Et parmi ces 460 000, on a 80% qui sont des femmes et des enfants. Donc, les déplacements forcés font partie des violences que les femmes subissent. Et on peut aussi parler de peut-être perte d'autonomie économique du fait de ces déplacements forcés et aussi du fait qu'elles ne peuvent plus exercer leurs activités normalement. Pour les femmes rurales, par exemple, c'est, on va dire, l'élevage des petits ruminants qui leur permet de produire du lait ou bien aussi l'agriculture qui leur permet d'avoir des produits qu'ils amènent en zone urbaine les jours de marché pour avoir un peu de moyens de subsistance. Et du fait des conflits, donc cette activité-là se trouve perturbée, ce qui rend les femmes davantage vulnérables puisque leur source de revenus étant perturbée. Et aussi, elles peuvent être des victimes, on va dire, de violences de façon indirecte. On peut dire, par exemple, les femmes dont les maris sont tués dans les attaques ou lors de conflits sont aussi victimes puisqu'elles se retrouvent seules à supporter la charge de la famille. Comme vous le savez, dans nos sociétés, c'est souvent l'homme qui porte le foyer et une fois que la femme se retrouve sans le mari, elle est encore plus vulnérable. Je peux, à ce titre d'exemple, parler
d'une activité que j'avais menée avec mon ONG dans la région de Difa, qui avait comme objectif, en tout cas, d'apporter des moyens des fonds pour entreprendre des activités génératrices de revenus aux femmes déplacées, notamment celles de Guesquirou. Et durant cette activité, on avait ciblé une centaine de femmes auxquelles on devait donner des fonds et des vivres. Et entre-temps, pendant qu'on préparait l'activité, il y a eu une attaque dans un village environnant, je pense que c'est le village de Lamana. Et il y avait 13 hommes qui ont été exécutés dans leur champ. Et donc, on s'est dit, on va ajouter ces 13 femmes à la liste de nos bénéficiaires. Et lors de l'activité, au moment de la remise, moi, j'ai vu ces femmes, j'ai vu dans leur regard, c'est une sorte de vide, une sorte de douleur qu'on ne peut pas décrire. Elles sont là, mais elles sont comme absentes. Vous voyez le choc, en fait, que c'est la violence que c'est pour elles de finalement perdre leur conjoint. C'est pour dire, en fait, que même quand la violence ne les touche pas directement, même quand ce n'est pas physique, directement sur elles, si quand ça touche à un membre de leur famille, ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, le choc est tel qu'elles sont encore plus vulnérables. Voilà. Et comme autre impact, on peut parler aussi de la déscolarisation, du fait de l'insécurité, du fait des déplacements. De plus en plus de filles sont forcées de quitter l'école, ce qui fait d'elles, en tout cas, des victimes sur l'instant présent et aussi des potentielles victimes dans le futur, puisque pas d'éducation, donc avenir perturbé, compromis, et aussi pas d'éducation, donc plus susceptible d'être peut-être enrôlé dans le futur ou d'être, ouais, on va dire ça, enrôlé. Je peux aussi parler d'un exemple à Difa toujours, puisque je suis originaire de là-bas et je fais pas mal d'activités là-bas. Et donc, il y avait en 2019, j'étais partie à Ningimi, mais ce n'était pas dans le cadre d'activités d'ONG, c'était pour voir ma famille. Et une fois sur place, je demandais des nouvelles des filles avec lesquelles j'étais à l'école. Et j'ai été surprise d'apprendre qu'il y a eu des filles qui ont pu quand même être recrutées à l'école, pas à l'école même, mais à l'école coranique. Donc, parce qu'à l'époque, à Difa, à Ningimi, il n'y avait pas de lycée. Une fois le collège terminé, les filles ou tous les élèves sont obligés d'aller à Difa pour le lycée. Et donc, du coup, dans les écoles, il y a des classes un peu d'école coranique et j'ai été surprise d'apprendre que c'est en allant à ces cours coraniques que certaines personnes ont pu être enrôlées. Voilà, je pense que j'ai peut-être répondu un peu de façon schématisée, en tout cas à ce qui concerne les impacts des violences ou des conflits sur le quotidien des femmes. Oui, docteur Mariam Zéprine, merci pour ces réponses très enrichissantes. Et maintenant, en dehors de l'impact, nous aimerons comprendre quel est le rôle que les femmes peuvent jouer dans la prévention des conflits et la promotion de la paix au Niger. Moi, à mon avis, en tout cas, le rôle que les femmes peuvent jouer, c'est un rôle central et même majeur. On voit, tout le monde dit qu'il faut associer les femmes dans la résolution, dans le processus de paix. Il y a même un agenda femmes, paix et sécurité des Nations Unies. Il y a la résolution 1325 qui dit que les femmes doivent être dans l'épicentre même de la résolution de conflits et aussi de la reconstruction post-conflit. Mais quand on regarde, comme l'a dit Fatoumata tout à l'heure, dans les faits,
ce n'est pas tant ça. Il y a certes des initiatives, hein, des femmes, il y a des comités femmes, paix et sécurité. Au Niger, on a eu aussi des initiatives comme ça, l'initiative des femmes rurales pour la paix, qui ont porté des fruits, c'est sûr. Mais le rôle que la femme devrait jouer, à mon avis, n'est pas dans son plein potentiel. Par exemple, vous voyez, les femmes représentent quand même au Niger, et je pense que on peut dire même dans le monde, 50% de la population. Et les 50 autres pourcents aussi sont éduqués par des femmes. Donc, la femme est quand même, occupe un rôle central, important dans toutes les communautés, même dans ces zones touchées par les conflits, ou même chez les acteurs du conflit, les combattants, les terroristes. Il y a toujours une femme qui joue un rôle important dans leur vie. Ça peut être leur mère, ça peut être leur tante, ça peut être leur épouse. D'où, à mon avis, le processus devrait même reposer sur les femmes au lieu de négocier à ce que les femmes soient impliquées dans la résolution. À mon avis, leur rôle devrait être central en tant que mère, épouse, éducatrice. Elles peuvent, dès le bas âge, inculquer des valeurs de non-violence, de tolérance, du respect du droit, du respect de l'autre à leurs enfants. Et même quand on est dans une situation où c'est déjà trop tard, où l'enfant est déjà enrôlé, la femme peut jouer encore un rôle, ça peut être sa mère, elle peut jouer encore un rôle dans le fait de le désengager. Donc, à mon avis, il faut qu'on quitte un peu dans les discours de « il faut impliquer la femme », il faut plutôt aller dans du concret, les impliquer réellement à tous les niveaux de décision, à tous les niveaux, dans tous les processus, en tout cas, de paix, de résolution des conflits, parce qu'elles ont un rôle fondamental qui est sous-exploité, à mon avis. Leur potentiel est vraiment sous-exploité. Ok, merci docteur. Surtout que nous pouvons le remarquer, c'est également le cas dans la région du lac et notamment au Cameroun. Les femmes jouent un rôle très important. Elles jouent un rôle important, mais ce rôle-là est peu valorisé. Mais aussi, je pense qu'il est important pour pouvoir davantage impliquer les femmes dans les processus de paix, procéder à un renforcement de capacité de ces femmes-là sur le type d'action qu'elles peuvent mener. Parce que parfois, nous avons des femmes qui sont engagées, qui sont dynamiques, qui sont prêtes à mener des actions, mais ces actions-là ne sont pas encadrées et déjà elles-mêmes, elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir encadrer leurs actions ou orienter leurs actions. Alors, je vais donc aller à la prochaine question. Comment évaluez-vous, docteur Mariam, l'implication des autorités locales et nationales dans la protection des femmes victimes de ces violences? En effet, bon, c'est une question assez difficile à dire puisque les autorités locales elles-mêmes sont victimes. Quand on regarde un peu le schéma de violence, quand les terroristes arrivent dans un village, en général, leur première cible, c'est le chef du village. Et les chefs de village, après l'imam. Donc, ils essayent d'exécuter les personnes qui ont une certaine influence sur la communauté, des personnes qui sont écoutées, des personnes qui servent un peu de repère à ces personnes-là. Une fois que le chef de village est exécuté, que l'imam est exécuté, finalement, on a une population un peu désorientée sur lesquelles ils peuvent plus facilement, en tout cas, avoir une certaine influence. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué de dire concrètement le niveau, en tout cas, d'implication de ces autorités locales dans la protection des femmes. Mais en général, il y a toujours eu dans ces zones de conflit des mécanismes d'assistance, de protection, que c'est pour les femmes ou même de façon générale. Mais c'est très compliqué
puisque eux-mêmes, ceux qui sont censés protéger, sont souvent pris pour cible par ces groupes armés-là. Et quoi dire d'autre? Et aussi, on va dire qu'il y a une inadéquation en fait des ressources. Qu'est-ce que les autorités locales ont comme ressources qui leur permettent de mettre en place un mécanisme ou un système de protection? Il n'y en a pas, c'est très compliqué, les ressources sont très limitées. Les gens, ils font avec ce qu'ils ont et en prenant les risques qu'ils prennent, puisque très souvent, les groupes armés les accusent aussi de collaborer avec l'État ou avec les militaires. Donc, c'est assez difficile à dire. Je pense qu'il y a vraiment une adéquation des ressources pour qu'eux, ils puissent mettre en place un système de protection qui soit efficace et qui protège. Oui, nous comprenons bien d'où l'importance pour les États, n'est-ce pas, de renforcer les partenariats afin d'avoir plus de ressources pour pouvoir accompagner les organisations qui font dans la protection des femmes et des enfants dans les zones de conflit. Alors, docteur Djibril, c'est vrai, nous savons que les femmes ne sont pas assez nombreuses généralement dans le cadre des actions pour la paix au sein des communautés. Mais est-ce que celles qui sont sur le terrain, est-ce que celles-là, parmi ces femmes, nous avons des exemples de réussite au Niger où les femmes ont réussi à influencer des décisions politiques ou à faire entendre leur voix dans les processus de paix? Ouais, je pense qu'il ne manque pas d'exemples. Je vous parlais tout à l'heure de l'initiative des femmes rurales pour la paix. Et c'était une initiative qui visait en tout cas à impliquer les femmes dans le processus de désengagement des hommes ou de leurs maris ou de leurs enfants qui étaient déjà enrôlés dans les groupes armés terroristes. Et cette initiative a eu des retombées, on va dire, plutôt positives, puisque cette initiative a permis en tout cas de désengager c'était dans la région de l'Anzourou, une cinquantaine de garçons qui étaient déjà enrôlés. Comme quoi, la femme peut jouer vraiment un rôle important dans ce processus-là, parce que ces enfants enrôlés sont souvent leurs fils, leurs frères, leurs neveux, donc elles ont un certain pouvoir d'influence sur eux. Et aussi, dans cette initiative, ce que les femmes ont donné, en tout cas comme avis, c'était que ce qui faisait que leurs enfants étaient enrôlés, c'était surtout les marabouts qui faisaient de la prêche, on va dire, qui leur prêchaient des valeurs qui sont plutôt anti-islamiques, qui les encourageaient à prendre les armes, à s'aimer la terreur. Donc, elles avaient proposé, en contrepartie, d'opposer un autre discours, des marabouts qui vont faire un discours plutôt modéré, un discours qui va mettre en avant le côté sacré de l'être humain, qui va mettre en avant que l'islam n'encourage pas du tout ces genres de pratiques. Et aussi, grâce aux avis, aux opinions de ces femmes recueillies, donc elles avaient aussi proposé à ce que dans les hommes qui étaient enrôlés, les jeunes garçons qui étaient enrôlés dans les groupes, que s'ils devaient revenir épouser, par exemple, une fille dans le village, qu'on devrait leur interdire tant qu'ils ne se désengageaient pas. Et donc, ça avait porté ses fruits puisque ça a permis de désengager une cinquantaine de garçons. Oh là là, voilà des exemples de paix qui sont des exemples, comment je peux dire, des bonnes pratiques, je pense qui devraient inspirer d'autres femmes dans d'autres régions de l'Afrique, là où nous avons des conflits. Et pour aussi ajouter à ce que vous dites, au Cameroun, au Tchad, c'est la même chose. Les femmes ont joué un rôle très important dans la mise en œuvre du processus DDR. Parce que déjà avant même l'entrée en vigueur du processus DDR de manière officielle, les femmes faisaient déjà cela.
elles incitaient déjà leurs époux, leurs enfants à revenir. Et les projets, c'est-à-dire les acteurs internationaux, les organisations internationales, se sont rendus compte que les femmes étaient très favorables au retour des ex-associés comparativement aux hommes. Et c'est pourquoi beaucoup d'organisations internationales c'est-à-dire sont passées par les femmes, se sont appuyées sur les femmes pour faciliter l'implémentation du processus DDR au sein des communautés. Alors, j'aimerais savoir ensuite, docteur, comment les médias peuvent-ils mieux soutenir les femmes en mettant en lumière leurs histoires et leurs luttes? Ouais, je pense que dans ce processus-là, en effet, les médias ont un rôle important à jouer. Le premier rôle, je pense, c'est celui déjà d'en parler, de relayer en tout cas le quotidien des femmes dans ces zones-là pour amener en tout cas les autorités, la communauté internationale à se rendre compte de la réalité de la situation de ces femmes-là et aussi et donc à prendre des initiatives allant dans le sens de les protéger. Et aussi, il peut y avoir un autre rôle, c'est celui peut-être de la communication, de l'éducation, la sensibilisation. Les médias peuvent jouer ce rôle-là, en tout cas. Et aussi, peut-être montrer des récits positifs, des actions concrètes que des femmes ont eu à mener, des exemples de femmes leaders, parce qu'il faut que les femmes dans ces zones-là arrivent à voir, en tout cas, de modèles, de rôles modèles, des femmes qui puissent les inspirer. Et ça, les médias peuvent très bien jouer ces rôles-là en leur montrant que, en tant que femme, vous pouvez jouer un rôle et que voilà des exemples concrets des femmes qui ont joué un rôle dans leur communauté, puisque ça existe. Je vais parler encore d'une femme dans la région de Difa. J'ai oublié son village. Est-ce que c'est pas... D'ailleurs, le village doit porter son nom. J'ai oublié, mais c'est une femme qui a joué un rôle très, très important dans le processus de paix, de lutte contre l'extrémisme violent dans son village. Et d'ailleurs, elle est femme chef de village. Il faut que je me souvienne de son nom. Et on peut, par exemple, donc ces genres d'exemples, les mettre en avant, leur montrer que en tant que femme, vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez. Et je pense que elles ont vraiment besoin de ça, de voir des modèles où elles peuvent se refléter, qui peuvent les inspirer. Et ça, c'est un rôle que les médias peuvent très bien jouer. Ok, docteur. Alors, pour finir, quel changement souhaitez-vous voir dans la société nigérienne pour améliorer la situation des femmes face à la violence armée? Face à la violence armée, ou je dirais de façon générale, c'est peut-être en tout cas un changement déjà de mentalité, de moins marginaliser les femmes, de les considérer, de les associer dans tous les processus et peut-être des lois très fortes qui protègent les femmes et aussi encourager la participation politique des femmes, encourager l'éducation. Il y a déjà pas mal d'initiatives pour encourager l'éducation, la scolarisation des jeunes filles, mais ce n'est pas assez, il en faut plus. Et quoi dire d'autre? C'est protéger les femmes, les impliquer, leur permettre en tout cas de déployer leur plein potentiel en évitant On est dans une société très, très patriarcale, mine de rien, qui a tendance à nous reléguer au second rang. Et je pense les deux, hommes-femmes, formant la communauté et une communauté a besoin de tous ses membres pour s'épanouir. Et je pense que les femmes, on a un rôle important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est 50% de la population et même les autres 50%, c'est nous qui les éduquons. Donc, notre rôle est plus que fondamental. On doit être impliqué, associé. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment on arrive à un moment où on nous exclut en fait. Parce que quand on regarde à la base, les femmes sont impliquées. Tant que c'est basique qu'on est impliqué, mais plus on monte au sommet, moins il y a des femmes. Et ça, il faut
casser ce plafond de verre et il faut briser cette barrière-là. Du Niger, je rappelle que vous êtes médecin. Avant de donner votre avis sur les questions, les interpellations qui ont été énoncées par nos participants, dites-nous quels sont les problèmes les plus urgents concernant la santé des femmes, en particulier leur santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Younous. C'est en effet un point très important qu'on a peut-être omis d'évoquer. L'insécurité a en effet fortement aggravé et réduit l'accès aux services de santé, pas seulement aux femmes, mais aux populations de manière générale. Mais les femmes sont plus exposées quand on voit que les femmes, c'est comme Aminata l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs je la remercie qu'elle ait pensé à ça, quand on voit que les femmes en couche qui sont sur le point d'accoucher, qui n'arrivent pas à être évacuées vers des centres de santé, que ça peut être pour diverses raisons, le couvre-feu, comme elle a dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi pour des raisons tout simplement de sécurité parce il y a des zones qui ne sont plus accessibles, il peut y avoir des attaques sur le chemin et le déplacement fait en sorte qu'elles sont de plus en plus loin des maternités et donc elles accouchent soit à la maison, soit souvent pendant le trajet et on arrive, ça a comme conséquence en tout cas beaucoup de décès maternels. Et autre chose aussi, c'est dans les centres des réfugiés, par exemple, on peut parler là d'hygiène des femmes. À cause de la promiscuité, des mauvaises conditions d'hygiène, en tout cas, les femmes arrivent à contracter pas mal de maladies. Et aussi, du fait des violences sexuelles, les femmes aussi contractent des maladies, des IST, des trucs comme ça. Donc, je dirais de façon un peu globale, puisqu'on est pris par le temps, que l'insécurité, en tout cas, aggrave les conditions d'accès aux soins de santé des femmes par la distance, par la promiscuité, par la pauvreté, par le manque d'information, de sensibilisation. Et il y a urgence, en tout cas, à faire en sorte que ces conflits que ces conditions soient améliorées pour leur permettre d'avoir accès à des meilleures prises en charge. Ok, merci, docteur Mariama. Juste pour ajouter à cela. Et je vais juste rebondir sur la question de... Non, excusez-moi. Oui, allez-y. Non, Cécile Sarambé, je pense, a posé une question par rapport à mon intervention quand je disais que la religion et les écoles coraniques servent souvent de canal pour recruter. Et elle dit aussi que dans le processus, en tout cas de désengagement, on utilise encore des leaders religieux pour désengager, qu'elle ne comprend pas et qu'elle pense que c'est un prétexte. La religion est un prétexte utilisé par l'impérialiste pour nous diviser. Et tout ça. Et moi, je dis qu'il faut faire très attention, en fait, à ce que dans ce processus, dans la recherche de solutions, en tout cas, à ne pas se tromper d'abord de cible, se tromper de cause. La religion est bien un mécanisme utilisé pour l'expansion du terrorisme, pour recruter. Et aussi, pourquoi l'impérialiste, qui n'est pas forcément de cette religion-là, investirait autant dans celle-ci, je pense, pour propager des valeurs qui ne sont pas les siennes. Donc, il faut, à mon avis, en tout cas, éviter d'aller dans la propagande, dans les accusations sans preuve, comme on le voit depuis ces différents coups d'État qui sont survenus chez nous.
il y a un discours il y a trop de propagande en fait. Trop de propagande sans rien de concret. Il faut à un moment que chacun dise quelle est ma responsabilité, quelle est selon moi la cause. Mais quand on s'assoit et qu'on accuse toujours les autres, est-ce qu'on sera efficace dans la recherche des solutions? Quand on se trompe de cause, est-ce qu'on trouvera la bonne solution? C'est juste ça que je voulais dire. Il faut éviter d'aller trop dans la propagande, en fait. Je vous remercie. Merci beaucoup.